Aujourd'hui, nous sommes au Collège des Bernardins pour répondre à la question « Pourquoi obéit-on encore ?», dans le cadre de la question sur manager, diriger, gouverner. Nous avons décidé d'aborder la question sous l'angle des gouvernés. Pour cela, nous avons étudié des textes philosophiques comme ceux de Foucault ou de la Boétie. À partir de cette réflexion, nous avons décidé d'axer notre réflexion sur l'autonomie et la place de la liberté dans l'obéissance. Comment obéir aujourd'hui dans une société de plus en plus individualisée ? Nous, juristes qui pouvons nous projeter vers des professions comme avocat ou magistrat, ça nous permet aussi de questionner quelle place tiendra la désobéissance ou l'obéissance dans ma profession, qui n'est pas la première réflexion qui nous vient en tête quand on s'imagine un parcours professionnel. Un peuple libre obéit mais ne sert pas, il a des chefs mais il n'a pas de maître. C'est Rousseau qui dit ça. Cette citation établit une petite distinction entre la servitude. La servitude, c'est vraiment rapetisser, c'est-à-dire cette capacité que nous avons nous-mêmes, par paresse souvent, de se dire « la liberté c'est compliqué, je préfère la soumission ». L'obéissance c'est un tout petit peu différent. Obéissance c'est ob audire. Au sens étymologique c'est prêter l'oreille. Prêter l'oreille c'est prêter l'oreille au fait qu'il y a autour de moi des autres. En démocratie, l'art de gouverner c'est l'art d'être gouverné, c'est-à-dire comprendre qu'à certains moments, et des moments importants, quand on est entré en démocratie, eh bien en effet il faut obéir aux règles qu'on s'est données. C'est ça le principe de la démocratie, c'est l'autonomie. Obéir aux règles qu'on s'est données à soi-même, collectivement. Évidemment, il y a des moments où ça frustre, ça frotte un peu, mais voilà, la vie commune, c'est aussi accepter de vivre avec les gens avec lesquels on est en désaccord. Si vous me permettez de dire un mot sur la désobéissance, du coup, on peut écarter la norme nationale, la loi, au profit d'un principe supérieur. Et principe supérieur, c'est les conventions internationales des droits de l'homme. C'est vraiment très très peu de droits, mais ceux qui sont à même de concrétiser la dignité humaine. La désobéissance civile lance un défi au droit, puisqu'il s'agit de contester une norme textuelle au nom d'un principe supérieur. Cette tension qui s'expose ensuite dans le prétoire conduit en fait le juge à devoir modifier son regard sur la norme elle-même pour éventuellement faire échapper le désobéissant à la sanction. Les acteurs de la désobéissance civile se vivent davantage comme des auxiliaires de justice. Ils aident à laisser du temps à la justice pour pouvoir déclarer illégaux un certain nombre d'actions de construction qui ont été menées par les entreprises avec l'accord éventuellement de l'État. Et donc de dénoncer tout ça dans le prétoire pour laisser le moyen à la justice administrative, justice judiciaire de considérer ces actions illégales. On a quand même un très grand désobéissant qui s'appelle le général de Gaulle. Le général de Gaulle, il désobéit à ce qui est l'instruction donnée par le maréchal Pétain qui, en application de l'armistice qu'il signe, appelle à se désarmer et à arrêter de combattre. Le pas de côté qu'il réalise est un pas de côté qui permet le progrès. Quand on relit l'histoire de l'humanité et des mythes qui sont fondateurs en Occident, ce sont souvent des actes de désobéissance qui ont généré le progrès. Mais au moment où on désobéit, on ne sait pas forcément que ça va générer des choses formidables. On le fait parce que votre conscience vous dit la règle qu'on tend à m'imposer altère si profondément ma liberté, j'estime que la règle est faussée. Cette tension entre l'ordre qui est nécessaire pour qu'une société fonctionne et donc l'obéissance à la loi, ça m'intéresse. Je crois que la grande différence entre le cas où vous êtes dans un comportement militant individuel, avec la cause environnementale, la cause de l'égalité homme-femme, qui sont finalement des actes que l'histoire reconnaît comme des grands actes, porteurs de résistance, mais dans une résistance qui s'inscrit dans un système qui est quand même à la base, un système admis. Dans le cas de Vichy, il y a un principe de rupture totale. C'est-à-dire que les institutions elles-mêmes ne sont plus légitimes. C'est l'état de fait. Le général de Gaulle considérait que Vichy était non avenu. Pour moi, l'obéissance, c'est indissociable de la liberté. Je veux dire, c'est quoi la liberté ? C'est de choisir, c'est de consentir. Et la liberté, c'est protéger aussi les plus faibles, les plus vulnérables. Cela dit, je crois que c'est pas parce qu'on obéit qu'on ne questionne pas l'autorité, que pour autant, il n'y a pas une incompréhension ou un sentiment d'injustice. Et ce sentiment d'injustice peut ensuite s'exprimer d'une manière violente. Donc il faut faire aussi attention à ça, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des effets différés de situations, d'apparence, d'acceptation de toutes les règles, et qui, à un moment, trouvent une contestation qui, elle, peut s'exprimer d'une manière violente. Et ça, j'ai trouvé que tout en nuance, tout en subtilité, on avait finalement les idées assez claires. L'obéissance, c'est d'une certaine manière un acte de liberté. Juste qu'on n'obéisse pas à tout et n'importe quoi.
Il faut le faire dans le cadre d'un contrat qui, me semble-t-il, dans le cadre d'un état de droit, est le juste contrat.